Bien, bonjour à toutes et à tous. Alors, mon intervention s'intitule plutôt numérique et handicap plutôt que handicap et numérique, puisque votre, votre réflexion porte sur le numérique. Alors, quelques éléments de contexte très rapidement pour rappeler que si on s'intéresse aux étudiants handicapés, c'est parce qu'on veut bien s'y intéresser, certes, mais dans le cadre également des obligations qui nous sont fixées par une loi qui date de 2005, qui s'intitule Pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Et dans l'article 20, il est précisé que les étudiants handicapés doivent pouvoir bénéficier de tous les aménagements nécessaires leur permettant d'accéder à la formation suivie, choisie, subie pour certains, comme pour tout autre. Alors, cette loi a donné lieu, dans un premier temps, à une déclinaison sous forme de deux chartes. La charte Université Handicap en 2007, axée exclusivement sur les étudiants, suivie quelques mois plus tard par la charte Grandes Écoles Handicap, et puis en 2012, une nouvelle charte, une charte plus ambitieuse, qui concerne en fait tous les professionnels de l'université. On a conservé un premier axe centré sur les étudiants, en introduisant une dimension qui existait déjà dans la précédente charte, mais le 5 septembre 2007, c'était un peu tôt, c'était l'année également de la promulgation de la loi LRU, dans laquelle il y a cette mission qui est maintenant assignée à toutes les universités d'accompagnement vers l'insertion professionnelle. Donc on a donné un accent particulier à cette dimension. Et puis, eh bien, les universités sont également des recruteurs, donc il y a des emplois à pourvoir et notamment une obligation d'emploi, comme pour les entreprises, de 6% de personnes handicapées. Vous en avez peut-être entendu parler dans vos universités actuellement. Dans l'enseignement supérieur, on en est à 1,2%. Alors s'attache à cela des pénalités importantes et c'est une préoccupation importante des universités aujourd'hui. Ensuite, eh bien, il y a dans l'offre de formation et dans les laboratoires de recherche un certain nombre de propositions de recherche qui se développent et qui sont très mal connues. Et c'est fort dommage parce que, à la fois au niveau national et international en termes de recherche, par exemple, eh bien, il serait important que la France fasse connaître un peu ses avancées et qui sont très très mal connues au niveau international. Et puis d'autre part, parce que ces recherches, eh bien, on en a bien besoin aussi, notamment dans certains domaines, pour favoriser l'accessibilité des formations pour les étudiants handicapés. D'autre part, le quatrième axe dans cette nouvelle charte, c'est de développer l'accessibilité des services offerts par l'université. Eh bien, évidemment, dans ces services, il y a également tout ce qui concerne les ressources numériques notamment. Alors, nous avons un site qui s'appelle HandiU. Je ne vous en dirai pas plus, bien sûr, vous allez vous précipiter pour regarder ce qu'il y a dessus. Et sur ce site, la carte de France permet de cliquer sur une région et ensuite vous avez tous les établissements de cette région qui apparaissent, tous les établissements, non, toutes les universités et les écoles d'ingénieurs qui apparaissent ensuite, eh bien, ma foi, vous avez des liens qui renvoient sur la page dédiée correspondante du point de vue du handicap de l'université, page qui existe ou qui n'existe pas. Généralement, maintenant, quand même, il y a eu beaucoup de progrès de fait, et je crois qu'à part une ou deux universités, tout le monde a une page dédiée. Alors, dans l'onglet ressources, on a les résultats d'une enquête de recensement annuel concernant les étudiants handicapés. Là, je fais quelques extractions de cette enquête qui concerne uniquement les étudiants dans les universités. Voyez cette courbe, le point d'inflexion se situe à la rentrée 2005, qui est donc l'année de la loi que j'ai présentée tout à l'heure. Augmentation continue, importante. Nous en sommes actuellement dans les universités à peu près 12 500 étudiants qui sont recensés. On a doublé en 6 ans ce nombre et il est probable que les choses vont continuer de la même façon.
Quelques indications concernant la répartition de ces étudiants dans les différents domaines de formation. L'intérêt, c'est de voir si ces étudiants se répartissent de la même façon que l'ensemble de la population étudiante dans les grands domaines de formation. Eh bien non, ce n'est pas tout à fait le cas. Où on voit par exemple qu'en droit, sciences économiques, gestion, eh bien, les étudiants handicapés sont sous-représentés, ainsi que dans les formations de santé. Ça ne sera pas un scoop que de vous dire que probablement le concours en fin de première année y est pour quelque chose, même si l'enquête ne le révèle pas, on peut s'interroger sur ce point. D'autre part, il y a une surreprésentation que l'on note. Alors ça, c'est la dernière enquête de recensement. Les tendances sont les mêmes depuis qu'on a renouvelé notre enquête et qu'elle nous permet d'observer, de faire ces observations. C'est la troisième année consécutive qu'on voit les mêmes tendances. Première année, on se disait, bon, voyons, est-ce que ça va continuer? Mais là, on peut bien confirmer que dans les IUT, eh bien, on a aussi une surreprésentation. Ça ne veut pas forcément dire qu'on a plus d'étudiants handicapés dans les IUT, ça veut peut-être dire qu'on les repère plus facilement, qu'ils se déclarent plus facilement. Sur l'interprétation, il faut être attentif à ne pas aller au-delà de l'observation. En tout cas, le fait est que on peut voir qu'ils sont là plus nombreux à être recensés. Sachant que nous ne recensons que ceux qui se déclarent, qui viennent, et avec qui on a un contact. Pour autant, les choses sont variables en fonction des troubles que présentent les étudiants handicapés. Là, j'ai pris un exemple, ce sont les étudiants sourds. Alors j'ai pris celui-ci, sourds et malentendants. Problématiques pouvant être un petit peu différentes. J'ai pris cet exemple tout d'abord parce que on vient d'organiser un séminaire sur la surdité, donc j'avais ces données de disponibles. Si on prenait les étudiants qui présentent des troubles psychiques, on ferait d'autres observations. Ceci pour vous dire qu'il y a une très forte corrélation entre le choix de la formation et le type de trouble. Là, on voit que les écarts sont accentués dans le domaine des lettres, langues, sciences humaines et sociales et droit, sciences économiques, gestion. L'un en surreprésentation, l'autre en sous-représentation. Ce n'est pas tout à fait le cas pour la santé où on est à peu près dans les mêmes proportions, et pour les IUT, on est à peu près également dans les mêmes proportions que l'ensemble des étudiants handicapés. Si on regarde maintenant le cursus LMD, surreprésentation au niveau licence, alors forcément sous-représentation ailleurs. Là encore, il faut faire attention, c'est-à-dire qu'on peut avoir plusieurs explications possibles. Le passage à l'université, c'est un grand pas pour tous les étudiants. C'est parfois un pas un peu plus grand pour certains d'entre eux. Là, en l'occurrence, pour les étudiants handicapés. Qui peuvent être, disons, demander davantage d'aide lorsqu'ils arrivent. Et puis, une fois qu'ils ont pris leurs repères, qu'ils ont mis en place des stratégies qui leur paraissent opérationnelles, ils ne se manifestent plus, ils font avec, et on ne les recense plus par la suite. Ça peut être un facteur. Maintenant, il peut y avoir une autre explication qui est moins rassurante, c'est ils sont davantage dans le cycle licence et après ils disparaissent. L'enquête ne permet pas de savoir ça. Ce qui est intéressant, c'est ensuite de regarder par année. Alors, évidemment, j'ai entouré quelque chose qui attire l'attention. Visiblement, on n'a pas tout à fait la même configuration. Étudiants handicapés, population générale, en M1 et en M2. Alors, les modalités de formation en M2 aussi diffèrent. Donc, est-ce qu'on a là des étudiants qui ont davantage de travail individuel à faire, de recherche, et qui ont moins besoin d'être accompagnés et que l'on recense moins? C'est probable. Avec un tel différentiel, on peut s'interroger. Est-ce que ça peut être dû aussi que ces nouvelles personnes, oui, je voulais juste ajuster, est-ce que c'est possible que ça soit lié au fait qu'en M2, il y a beaucoup de périodes de stage qui sont parfois longues et que c'est une population sensible à ne pas trouver de stage facilement? Tout à fait, ça fait partie des hypothèses. Et c'est pour ça que nous travaillons sur l'insertion professionnelle.
Parce que l'insertion professionnelle, c'est pas seulement après l'obtention de la formation. Effectivement, ça commence bien en amont. Enfin, je vous dis une banalité là. Et donc, en tout cas, du point de vue de la réflexion et du travail que nous conduisons au niveau du ministère avec les structures handicap des universités, c'est un point sur lequel justement cette année on a mis l'accent. La recherche de stage est difficile, vous avez raison. Les entreprises nous disent toutes, oh oui, oui, nous on est prêts à prendre des étudiants handicapés. Oui, enfin, surtout que s'ils ne sont pas trop handicapés, ça ira mieux. Et donc, en fait, on a besoin là d'avancer. Et pas plus tard qu'hier, effectivement, on avait au ministère une réunion avec des représentants de branches professionnelles, avec des binômes de structures handicap et de BIP d'université. Et on a eu des échanges tout à fait intéressants et constructifs qui nous permettent déjà de tracer quelques orientations pour travailler sur ce point-là. Donc effectivement, les stages sont une grosse préoccupation pour nous. On travaille avec la GFIP sur ce point-là. Bon, je ne détaille pas plus. Les doctorants, alors les doctorants c'est un petit peu délicat parce qu'on est sur un nombre bon, quasi négligeable de recenser. C'est-à-dire que là encore, on a un certain nombre de doctorants que nous ne recensons pas parce qu'ils sont doctorants ailleurs, ils ne sont pas aux doctorants à l'université. Par conséquent, je commente peu cette partie-là, même si on a l'impression on en a très peu, parce que là, on est en proportion, mais ça représente 170 doctorants. Bon, d'accord, au niveau national. Il n'est pas certain que ce chiffre soit très fiable. Donc je le commente peu, il faudrait vraiment on a une perspective d'enquête en cours qui permettrait d'avoir des éléments qualitatifs pour nous éclairer. Donc là, pour l'instant, je n'ai pas trop commenté. Alors, quels sont les types de troubles dont ils sont affectés ? Eh bien là, vous avez quelque chose qui vous permet de voir quelles sont les dominantes. Alors ça, c'est l'image 2012 où on a prioritairement des étudiants qui sont affectés de troubles moteurs, quelle qu'en soit l'origine, et des troubles du langage et de la parole. Donc c'est là qu'on va trouver tous les 10 que l'on peut énumérer. Mais j'ai souligné donc ces deux types de troubles qui viennent en premier, mais vous voyez qu'on a ce que l'on appelle les troubles viscéraux, donc on va trouver là tout ce qui est cancer, etc. À l'origine. Et dans cette catégorie, on a quand même un pourcentage non négligeable. Ça veut dire que, cela dit, on n'est néanmoins pas sur le même type de besoin. On va y venir après. C'est pas parce qu'on a tel ou tel type de trouble. Les troubles viscéraux et les troubles psychiques, par exemple, ne sont pas du tout du même ordre. Pour autant, le type de besoin peut être le même. Pourquoi ? Parce qu'on va avoir peut-être des études en pointillé. Et donc, en fait, c'est la discontinuité et la compensation que l'on va mettre en place va être de l'ordre de comment faire pour que cet étudiant ne perde pas son année, mais puisse avoir en continu, et évidemment on pense aux ressources numériques. Donc vous voyez, on est sur des troubles différents, pour autant le besoin peut être le même. Alors là en fait, vous avez une couleur par année, donc depuis l'année 2004-2005 jusqu'à, vous avez la courbe qui est la courbe supérieure 2011-2012, qui montre un peu comment évolue par type de trouble la population étudiante handicapée. Donc vous retrouvez là les deux dominantes en termes de troubles moteurs et troubles du langage et de la parole. En revanche, on voit qu'il y a deux catégories d'étudiants dont numériquement qui n'évoluent guère. Ce sont les étudiants qui présentent des troubles sensoriels, c'est-à-dire auditifs ou visuels. Alors c'est lié pour partie au fait que dans la population générale, ils ne sont pas non plus très nombreux. Néanmoins, quand on regarde les étudiants, la première catégorie, c'est-à-dire ceux qui présentent des déficiences visuelles, ils augmentent un petit peu année après année, à peu près proportionnellement non, mais disons que c'est dû à l'augmentation générale du nombre d'étudiants recensés. Si vous regardez la deuxième catégorie déficients auditifs, c'est un peu plus ramassé. C'est probablement la population avec laquelle on fait le moins bien. Alors,
j'ai amorcé la réflexion essentielle, c'est-à-dire qu'une fois que l'on sait enfin pas ce dont ils sont affectés, mais en tout cas le type de trouble dont ils sont affectés, ok, mais quels sont leurs besoins? Et ensuite, à partir des besoins qui sont identifiés, quels sont les moyens que l'on va mettre en place pour rétablir l'égalité des chances. Donc on va s'intéresser non pas aux troubles eux-mêmes, parce que ça c'est l'affaire des médecins, mais aux conséquences de ces troubles. C'est qu'est-ce que ça produit, qu'est-ce que ces troubles produisent en termes de limitation d'activité, autrement dit qu'est-ce qu'ils ne peuvent pas faire, qu'est-ce qui constitue une difficulté, et comment est-ce qu'on va réussir à compenser cela pour faire en sorte qu'ils poursuivent leurs études dans des conditions qui leur permettent ensuite de valider leur diplôme. Alors j'ai mis quelques exemples de difficultés, mais bon, disons que ce sont des difficultés très, très courantes, mais il y en a bien d'autres. Écriture manuscrite difficile, alors je ne parle pas de ceux qui écrivent de façon illisible. Nous avons de très nombreux médecins, par exemple, qui n'écrivent pas forcément de façon très lisible. Alors peut-être d'ailleurs que certains d'entre eux sont handicapés, mais enfin, ce n'est pas forcément la raison. Donc une écriture manuscrite difficile ou impossible, ça veut dire que réellement, bon, si on prend des cas les plus lourds, on va être face à des étudiants qui ne peuvent pas bouger, hein, qui pensent très bien, qui parlent très bien, sauf qu'ils ne peuvent pas bouger, donc ils ne peuvent pas prendre de notes. Donc là, on est devant une vraie impossibilité. L'impossibilité d'accéder à un discours oralisé, bon, ben, ça, ce sont les étudiants très déficients auditifs, voire sourds profonds, qui n'entendent vraiment, vraiment rien. Ensuite, bien évidemment, il y a la perception visuelle qui est soit défaillante, soit changée. Et puis il y a de très 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 nombreuses variétés, si je puis dire, de perceptions visuelles qui ne sont pas correctes et qui nécessitent des adaptations de nature très différente. Alors le premier réflexe, c'est toujours d'agrandir. On pense braille, agrandir, oui, alors ben oui, et puis il y a les daltoniens, il n'y a pas besoin qu'on agrandisse, hein. Mais en revanche, quand tout un cours s'appuie sur un PowerPoint avec tout un tas de couleurs et que les différences se font exclusivement par les couleurs, c'est un peu compliqué. Alors évidemment, c'est encore plus compliqué si le cours est sur PowerPoint et que l'étudiant est aveugle. Alors, l'impossibilité de manipuler, pour quelle qu'en soit la raison, hein, ça pose donc effectivement un certain nombre de problèmes. Parfois, c'est lié à des allergies très fortes et il ne faut pas être en contact avec certains produits. Et puis d'autres, c'est physique. C'est qu'on ne peut pas bouger, donc on ne peut pas manipuler. Pour autant, la formation que l'on suit, eh bien, on peut la suivre effectivement parce que le projet professionnel n'est pas celui qui serait de travailler en laboratoire avec des manipulations. Par conséquent, ça veut dire que la formation suivie, elle peut se réaliser, mais il faut le penser par exemple, avec, comme ça peut se produire, alors moi je pense à Bordeaux 1 où ils ont profité d'une situation de cet ordre-là pour tout simplement mettre à distance, mais dans les locaux, un étudiant pendant certains cours, qui peut donc interagir avec le labo, mais qui n'est pas physiquement dans le labo. Alors l'impossibilité d'assister aux cours ou à certains cours en cas d'opération ou bien tout simplement parce qu'une très très grande fatigabilité fait que l'étudiant ne peut pas être là à 100% du temps. Et donc ça, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Il y a des moyens de compensation qui sont à envisager. Et puis évidemment bien d'autres. Alors, il y a des réponses possibles, des réponses que vous connaissez, que vous pouvez utiliser. On n'utilise pas assez le numérique. On n'utilise pas assez les moyens technologiques, ça c'est clair. La réponse trop systématique, c'est le preneur de notes. Comme si le preneur de notes pouvait répondre à tous les besoins, ce qui n'est pas le cas. Alors, il faut bien avoir en tête qu'on est dans le rétablissement de l'égalité des chances, on n'est pas dans le favoritisme, on n'est pas dans la discrimination positive. Il s'agit bien de faire en sorte que l'étudiant puisse accéder à sa formation. Et accéder à la formation, ça veut dire poursuivre ses études et ensuite accéder à son diplôme. Alors, entre accessibilité et compensation,
peut-être que vous êtes au clair, peut-être que vous n'êtes pas au clair par rapport à ça. Accessibilité, si je suis sur le numérique et sur les podcasts de cours, par exemple, ça sert strictement à tout le monde. Compensation, ça veut dire que c'est bien, ça sert à tout le monde, mais peut-être que ça n'est pas suffisant pour certains et qu'il va falloir travailler cette mise à disposition de documents numériques pour qu'ils deviennent accessibles à cette personne-là qui a tel type de trouble et qui ne pourra pas se servir de cette mise à disposition collective. Et là, on est du côté de la compensation. Alors le curseur, il varie constamment d'un individu à l'autre, d'une formation à l'autre, parce que deux individus qui ont disons, le même type de trouble, la même densité, avec les mêmes conséquences, n'auront pas le même type de compensation. C'est évident, selon qu'ils sont dans, par exemple, un domaine de formation sciences humaines, ou bien qu'ils sont dans une formation avec manipulation, laboratoire, etc. C'est quelque chose d'ailleurs qui est souvent très difficile à faire comprendre aux familles la première année. Et à l'étudiant d'ailleurs, quand en amont, ils ont eu une AVS qui était là tout le temps et qui faisait tout, même si ce n'était pas nécessaire. Donc là, nous avons encore beaucoup à communiquer sur ce sujet, parce que les troubles sont à prendre en considération, bien sûr, mais le contexte de la formation suivie aussi, et ses particularités. Et puis, ce qui est à prendre en compte également, c'est qu'on a des jeunes qui sont assez lourdement handicapés depuis de nombreuses années, et qui ont mis en place, parce qu'on leur a appris, parce qu'ils l'ont trouvé d'eux-mêmes, un certain nombre de stratégies personnelles qui leur convient bien et qui fait qu'ils n'ont pas besoin de plus. Donc tout ça est à prendre en considération. Autrement dit, il n'y a pas un pack étudiant handicapé, voilà, vous êtes handicapé, donc vous avez droit à ça de manière indifférenciée. C'est situationnel dans le contexte de la formation et individuel en fonction des différents critères que je viens d'évoquer. Alors des ressources à mobiliser, bien sûr, numériques, technologiques, avec mise à disposition d'un certain nombre de documents numériques, audio et vidéo, accessibles. Alors on y reviendra peut-être tout à l'heure. Des logiciels spécifiques, où on a parfois, on échangeait avec des collègues tout à l'heure là-bas avec nos différents outils technologiques. À chaque fois, on pense que l'outil que l'on choisit va être absolument génial et miraculeux, et hop, on tombe sur une impossibilité. Alors, par exemple, les tablettes. Alors moi, je suis une adepte de la tablette, donc j'en parle. Bon, je suis une adepte, pour autant je ne connais pas toutes les ressources, mais en revanche, ce que je sais, c'est qu'actuellement, elles sont difficilement compatibles avec un certain nombre de logiciels d'accessibilité, notamment pour les étudiants déficients visuels. Donc je sais qu'il y a des recherches en cours, mais en tout cas, aujourd'hui, les tablettes, c'est pas évident. C'est un avantage pour certains, par exemple. J'ai rencontré une personne dernièrement qui est myopathe et qui disait pour elle c'est fantastique cette tablette parce qu'on a un clavier virtuel qui est avec des touches très larges et donc ça lui permet d'avoir un geste qui n'est pas très précis mais qui est lent. Bon. En revanche, pour d'autres, les tablettes, ça ne convient pas. Alors, les constructeurs chez Apple, pourtant, ils ne sont pas les derniers en termes d'accessibilité, parce que quand on regarde par exemple les iPhones, surtout par rapport aux systèmes vocaux, ils sont assez performants. Alors, c'est bien, les systèmes vocaux en cours, c'est pas toujours très bien. Voilà. Donc, les ressources numériques, on y reviendra sans doute tout à l'heure. Un laboratoire que vous connaissez peut-être, Observatoire des ressources numériques adapté à l'INSHEA, j'ai une diapositive après, j'y reviendrai tout à l'heure. Bon, les laboratoires de recherche des universités, alors ça c'est pour ça qu'on a introduit cette dimension recherche dans la nouvelle charte, parce qu'on a bien du mal à savoir ce qui se fait dans les universités. Il se fait plein de choses et on ne le sait pas. La visibilité, c'est pas terrible. Même moi qui me déplace beaucoup, à qui on dit peut-être plus facilement ce qui se passe, j'ai du mal quand un autre ministère me dit alors au niveau de la recherche dans tel domaine. Alors on va aller voir dans les fichiers recherche. Dans les fichiers recherche, vous savez que le terme handicap n'existe pas. Donc en fait, quand on veut faire une recherche sur quelque chose qui a trait au handicap, on ressort avec des mailles vides, enfin avec un filet vide.
Alors évidemment, il y a d'autres façons, on peut contourner un petit peu, on obtient quand même quelques résultats, mais c'est très 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 difficile de savoir ce qui se passe. Donc cette invitation à rendre lisible, visible, ce qui se passe en matière de recherche qui ont trait au handicap dans les universités, elle est fondamentale, fondamentale pour les personnes elles-mêmes, personnes handicapées, je ne parle pas que des étudiants là, hein, mais dans notre société, et puis aussi pour l'image des laboratoires et des universités. Le site Andiu, dont vous avez une diapositive tout à l'heure, et dans lequel il y a un guide qui s'appelle le guide de l'accompagnement de l'étudiant handicapé, qui est en ligne, et vous pouvez y trouver quelques ressources, même si pour vous c'est assez limité. En termes de ressources. Donc j'ai évoqué dans la diapositive précédente, oui, pourquoi pas, mais précédente surtout, l'Observatoire des ressources numériques adaptées, ORNA, qui se situe donc dans un établissement d'enseignement supérieur un peu particulier, l'INSHEA, qui se trouve à Suresnes. Je dis un peu particulier parce que c'est un établissement d'enseignement supérieur depuis peu, depuis 2006 ou 2007. Auparavant, c'est un établissement qui était exclusivement un centre de formation pour les enseignants du premier et du second degré qui se spécialisaient dans le domaine du handicap et de la grande difficulté scolaire. Donc cet établissement du supérieur a cette particularité qu'il n'a pas d'étudiants inscrits en interne. Mais soit sous forme de convention, soit de manière propre, il offre maintenant des masters spécialisés. Et est rattaché donc à cet établissement, cet observatoire. Vous avez à droite, dans ce petit encadré, le nom de celui que vous pouvez contacter si vous êtes intéressé pour voir ce qu'il s'y fait, indépendamment de ce qui est offert sur le site lui-même. Sur le site lui-même, pardon. Donc Patrice Renaud est quelqu'un avec qui travaille d'ailleurs ou est en contact Manuel. Hein, tu en diras peut-être quelques mots tout à l'heure. Donc je ne vous le détaille pas davantage, je vous invite à aller voir. Cela dit, dans cet observatoire actuellement, les données qualitatives qui y figurent, elles concernent in fine une expertise qui concerne davantage les élèves que les étudiants. L'INSHEA est en train de se forger une culture de l'enseignement supérieur et je ne peux que vous inviter à vous en rapprocher parce que ils ont un savoir-faire, une expertise en matière de support adapté dont il faut qu'on arrive à se servir pour pouvoir le transférer dans le contexte de l'enseignement supérieur. Actuellement, il y a beaucoup de choses qu'il faudrait pouvoir transférer, mais il faut travailler avec eux, bien évidemment, ils ne vont pas inventer les choses tout seuls, même s'ils travaillent avec des laboratoires déjà actuellement. Bon, Andiu, je l'ai dit, vous l'avez vu tout à l'heure, donc vous avez le petit encadré à droite sur lequel vous pouvez, si cela vous intéresse, donc cliquer parce qu'il y a quelques annexes dans ce guide de l'accompagnement d'étudiants handicapés que l'on peut se procurer d'ailleurs en le commandant sur le site de la CPU, puisque c'est la CPU qui l'édite. Et notamment, vous avez un certain nombre d'annexes. Alors là, j'en ai choisi une, évidemment pas tout à fait la même, parce que en matière de handicap, eh bien, il y a aussi une législation à connaître et des réglementations aussi. Et puis, une réglementation que vous côtoyez, que vous connaissez, notamment avec la mise en accessibilité, le RG2A et toute la réflexion qui va autour de cela. Mais cette annexe-là ne concerne pas cet aspect-là des choses. Là, on est sur ce qu'on appelle l'exception handicap, c'est-à-dire le droit d'accéder aux livres, aux documents numérisés via la Bibliothèque de France, nationale de France, qui demande une déclaration, enfin bon. Et donc, il y a là une réglementation spécifique. Alors, j'en arrive à la fin, pardon, de cette présentation. Je me recentre sur les étudiants handicapés. Bon, le handicap, c'est un thème transversal qui, vous l'aurez perçu dans ma présentation, nécessite la mobilisation de beaucoup de connaissances et de savoir-faire qui sont répartis dans l'université.
C'est-à-dire que normalement, quand on a un besoin spécifique un peu complexe pour un étudiant handicapé, à la fois il va falloir que réfléchissent ensemble l'étudiant lui-même lorsqu'il connaît les conséquences de son handicap, la structure handicap, si elle a une culture avancée dans le domaine des réponses possibles, mais évidemment également le responsable, par exemple, enfin je dis le responsable, ou en tout cas quelqu'un qui connaît bien la formation suivie et ses caractéristiques. Euh, le service TIS, éventuellement selon les particularités. Et puis, souvent également, le médecin de prévention, qui, s'il ne connaît pas spécifiquement les conséquences des troubles dont est affecté l'étudiant, peut prendre contact avec un de ses confrères spécialistes qui lui en dira plus sur les conséquences pour cette personne-là. Et c'est ça l'intérêt. Donc, l'accompagnement des étudiants handicapés conduit à une démarche que j'ai évoquée succinctement, que je reprends ici plus précisément. Pour accompagner un étudiant, c'est accompagner son parcours et travailler avec lui, comme pour les autres étudiants, son projet professionnel, sachant que eh bien, on sera peut-être amené à voir, en fonction de l'évolution de son handicap, une réorientation, parfois complexe, parce que ça veut dire de faire quand même le deuil d'un certain nombre de choses. Quand on a toujours rêvé d'être chirurgien du cerveau et que finalement, on ne sera pas chirurgien du cerveau, vous me direz, il y en a d'autres qui auront cette limitation, mais c'est vrai que parfois c'est un peu compliqué. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la réflexion partagée, elle va porter sur les compétences à acquérir. Si je dis cela, vous allez me dire, bah oui, bah, elle a dit ça, oui, bah, ouais, d'accord, c'est valable pour tous les étudiants. Oui, alors, je vais revenir un instant sur un étudiant sourd profond. Alors, comme vous le savez, en master, langue vivante obligatoire. D'accord. Alors, comment on évalue la compréhension orale? C'est obligatoire. Donc là, on a un cas d'école particulièrement compliqué. Donc si je dis compétences à acquérir, bon, là, on est dans l'impossibilité. C'est prévu par la réglementation. En revanche, si on est malentendant, oui, on va regarder quelles sont les compétences à acquérir et ça veut dire qu'on va aménager, en termes d'évaluation, l'épreuve. Alors, je prends cette épreuve, je sais que là, vous êtes plutôt dans le domaine des sciences, mais je prends cet exemple parce qu'il est éclairant. Ça veut dire que qu'est-ce que c'est que l'adaptation? Eh bien, au lieu d'avoir 2 auditions ou 3 auditions d'un passage, on en aura 5 pour cet étudiant-là parce qu'il a besoin d'écouter davantage pour percevoir l'ensemble du discours. Donc là, on est dans l'adaptation. Les compétences, elles sont inchangées. En revanche, si on choisit un autre support, attention, est-ce qu'on va évaluer les mêmes compétences? Donc ça, c'est effectivement la première chose quand on me demande, mais est-ce que pour tel étudiant, on pourrait faire ça? Je ne sais pas. Il faut voir avec l'enseignant. Quelles sont les compétences qui sont à acquérir? Et après, on va voir quel support on lui propose, quelle modalité on lui propose, et si on va bien évaluer les mêmes compétences ou pas. Il faut prendre en considération les difficultés, je l'ai dit tout à l'heure, qu'il rencontre, très variables d'un individu à l'autre. Et ensuite, je me redis, mais c'est tellement fondamental, les moyens à mobiliser pour l'aider à surmonter ces difficultés dans le contexte de la formation suivie et surtout dans la perspective de son insertion professionnelle. Et là, je reviens un instant sur la surdité, mais ça concerne d'autres étudiants, parce que pour les sourds profonds qui communiquent dans leur langue maternelle, qui est la langue des signes française, par exemple, c'est vrai que si 100% des cours sont interprétés, eh bien, on va avoir une petite difficulté au moment de l'insertion professionnelle, parce qu'il n'y aura pas toujours un interprète qui sera à côté de cet étudiant-là en situation professionnelle. Donc, je prends cet exemple qui est un exemple très particulier, mais c'est une question qu'il faut qu'on se pose. Est-ce que les compensations que l'on met en place dans le cadre de la formation suivie sont une aide pour la formation parce qu'on est dans un dispositif d'acquisition de connaissances et de compétences, mais
est-ce qu'on n'est pas en train de créer un obstacle complémentaire dans une perspective d'insertion professionnelle? C'est quelque chose qu'il faut qu'on ait en tête et il faut arriver à jouer sur ces deux dimensions-là, compensation au niveau de la formation, mais en même temps préparation à l'insertion professionnelle. Voilà. L'accompagnement donc des étudiants handicapés, c'est un processus évolutif dans le cadre du cursus de formation parce que les caractéristiques évoluent de la L1 jusqu'au doctorat et par conséquent les besoins ne seront pas les mêmes et les moyens de compensation peuvent également évoluer. Processus donc qu'il faut faire évoluer et puis toujours en cherchant à développer l'autonomie et non pas la dépendance, à telle, notamment la dépendance humaine, hein, pour le preneur de notes, par exemple, qu'on a un peu trop tendance à donner, alors qu'il y a peut-être d'autres réponses. Voilà. Donc, j'en reviens, c'est juste pour un affichage à la diapositive que j'ai présentée tout à l'heure, parce qu'elle prend peut-être un peu davantage sens, où on voit pourquoi les 4 objectifs de la charte, à part le deuxième qui n'est pas tout à fait notre réflexion aujourd'hui, quoique les doctorants peuvent être à la fois des salariés et dépendent des ressources humaines du point de vue de la compensation, mais également ce sont des étudiants et donc il faut qu'on se préoccupe de favoriser leur avancée dans leur parcours. Donc la recherche, on l'a dit, et puis les services offerts. Voilà. Alors, j'ai terminé pour ce temps de présentation. Soit il y a des questions. Manuel, est-ce que tu enchaînes tout de suite ou est-ce que... oui, peut-être je sais pas, comme tu veux. L'idée, c'est quand même de poser des questions. Ouais. C'est que vous puissiez poser des questions. Tu les as pattes. Je peux pas te... Attends. Non, je t'embête pas, il y a ce qu'il faut. Attends, faut que Très je belle t'aide, amphi. peut-être. Très rapidement, juste pour information, j'ai dit très rapidement hier, mais il y a un projet qui a été déposé au niveau avec le ministère pour pouvoir travailler sur le sujet entre services numériques et services handicap. Donc un projet qui a 2 volets, un volet technologique, accessibilité technologique, et un volet maillage d'acteurs, dont on a resitué les choses. C'est Uniciel qui est en charge de fédérer l'ensemble des UNT sur le sujet. Donc voilà, donc on est en plein dedans. Voilà, donc je voulais juste vous le situer pour pouvoir un peu orienter vos questions si vous en aviez. Je propose de commencer du coup par des... Ah oui, très rapidement. On a, alors c'est vraiment en train de se faire en ce moment, puisque du coup c'est... Oui. Par rapport à Patrice Renaud et à l'INES HEA, dans le cadre de ce projet, on a pris un certain nombre de contacts avec différentes structures. Pour l'instant, les contacts avancés sont avec l'INES HEA, de façon assez forte, et avec Braillenet, autre structure. Donc voilà, toute autre structure est bienvenue. Et on est en train de monter une sorte de comité de pilotage stratégique, en fait. Donc c'est encore très récent. Le dernier point date d'hier matin, vous voyez, sur le sujet. Donc ça se monte et c'est en cours. Donc ce que je ferai, c'est que je ferai une diffusion à l'ensemble des correspondants. Et n'hésitez pas à me recontacter et à contacter Elodie Trottin, Elodie, qui est nommée correspondante initiale sur le sujet. Elodie Trottin. Je propose de passer aux questions, aux remarques, puisque du coup on a un temps réduit pour réflexion, bien sûr. Juste, ça m'a interpellé, la LSF, c'est pas une langue vivante? La langue des signes française, depuis 2005, c'est une langue française. Donc, en fait, on a 2 langues françaises. La langue française orale et écrite que vous connaissez. Et c'est pas... du point de vue de la réglementation, on a tendance à la traiter comme une langue vivante. Donc, une langue vivante veut dire étrangère, normalement. Or, c'est une langue française. Donc, en réalité, elle a un statut à part. Parce que vous avez aussi la langue des signes anglaise, par exemple. Tout à fait, oui. Voilà. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous connaissez, mais à Nancy, il n'y a personne de Nancy. À Nancy, donc, ils ont fait un DAEU qui n'a pas lieu cette année, mais qui travaillait à la fois la langue française écrite, parce qu'on parle de bilinguisme. Et le bilinguisme, pour les sourds profonds, ça veut dire langue écrite française, et la langue orale, c'est la langue des signes.
Et donc, ce DAEU, en fait, était fait, il devrait recommencer l'année prochaine normalement, pour renforcer la connaissance et la maîtrise de la langue écrite pour les étudiants sourds profonds. Je dirais que c'est l'héritage de notre parcours, de notre culture, pardon. C'est-à-dire que jusqu'en 2005 déjà, la langue des signes française n'était pas reconnue comme telle, donc elle n'était pas enseignée. Par conséquent, un certain nombre de personnes sourdes qui sont nées dans la langue des signes parlent une mauvaise langue des signes. Et l'un des principes fondamentaux pour apprendre une seconde langue, si je puis dire, c'est d'avoir une première langue solide. Et ça, c'est un principe valable pour tout le monde. Plus la première langue est une langue de qualité, je dis peut-être des banalités pour un certain nombre d'entre vous qui sont peut-être linguistes, à l'origine, et bien plus la deuxième sera une langue de qualité. Or, le problème que l'on a, c'est que leur première langue, souvent, n'est pas de qualité. Et d'autre part, ils n'ont pas été scolarisés, ceux dont on hérite actuellement, n'ont pas été scolarisés pour la plupart d'entre eux, ou pour beaucoup d'entre eux, je parle vraiment des sourds profonds, en milieu ordinaire, mais dans des établissements spécialisés, où la scolarité était un peu différente. Il n'y a pas d'enseignants relevant du ministère de l'Éducation nationale dans ces établissements-là, et la langue écrite a souvent été défaillante. Donc en fait, leur maîtrise de la langue écrite, souvent, parce qu'il y en a qui ont une excellente langue écrite, a été souvent défaillante. Ça dépend justement de leur parcours. Est-ce qu'ils ont presque tout fait en établissement spécialisé? Est-ce qu'à un moment, ils ont basculé du côté de l'enseignement ordinaire? Et donc, je me suis un peu éloignée de votre question, mais peut-être pour l'éclairer un peu. D'autres remarques, d'autres questions? Oui, en fait, il en a une dizaine sous le coude. Quelques-unes, mais j'en avais deux. C'est savoir s'il y avait justement un travail sur la détection du handicap chez les étudiants, ou c'était encore vraiment sur le mode déclaratif. Non, c'est sur le mode déclaratif. Alors, ça a été une question sur laquelle on est revenu souvent, pardon. J'ai envie de dire, c'est exactement comme pour les salariés handicapés. C'est-à-dire que, et c'est le sens de la loi, c'est-à-dire que c'est la personne qui doit se déclarer. Il n'y a pas d'obligation de se déclarer, mais si elle veut bénéficier d'aide, c'est à elle de se manifester. J'éclaire cela par la démarche que l'on doit faire dans notre système actuel, c'est-à-dire qu'il y a dans chaque département une maison départementale des personnes handicapées, MDPH, et lorsqu'on a des besoins particuliers, que ce soit parce qu'on veut un véhicule aménagé, ou bien parce qu'on ne peut pas prendre des transports en commun, ce qui peut être le cas d'étudiants, et par conséquent, il faut un transport spécialisé. Eh bien, il faut que cet étudiant-là, cette personne-là, personne handicapée qui, de plus, est étudiante, doit en faire la demande auprès de cette maison départementale, de la MDPH. Et il y a là une commission qui va examiner sa situation avec un dossier qui est complété et qui va déclarer ou pas, notifier ou pas une ouverture de droit. Et cette ouverture de droit va faire que la société de transport pourra prendre en charge via le Conseil général hors Île-de-France, et bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, donc ça veut dire qu'effectivement, ça c'est une réflexion aboutie qui est une demande initiale des associations de personnes handicapées qui demandaient à ce que les personnes handicapées soient actrices de leur projet de vie. Au lieu qu'on décide pour elles, c'est elles qui doivent décider de leur orientation et qui doivent contribuer à l'évaluation de leurs besoins. Alors évidemment, il y a des effets induits, c'est-à-dire que c'est un principe qui a été adopté, qui a pour conséquence que si la personne ne se manifeste pas, on ne peut pas l'obliger à faire quelque chose. En revanche, ça veut dire que nous, on a un devoir, enfin quand je dis nous, c'est tout le monde, d'information. Et c'est vrai que quand on informe les étudiants de ce dont ils pourraient bénéficier une fois leurs besoins évalués,
parce que là encore, je reviens sur le fait qu'il n'y a pas de PAC de base. C'est quel besoin dans quel contexte. Alors, à ce moment-là, les choses vont pouvoir se mettre en place. Mais donc, il y a vraiment une information à donner. Ça veut dire une articulation avec l'amont. Et ça, c'est aussi une dimension que nous travaillons avec le ministère de l'Éducation nationale. En ce moment, ça a été évoqué tout à l'heure, c'est les préinscriptions sur APB, l'admission post-bac. Et donc, on a un flash d'information qui était insuffisant. C'est-à-dire que quand les élèves se connectaient pour la première fois, ils avaient une page qui apparaissait, mais comme ce n'était pas leur préoccupation première, ils voulaient voir comment c'était, ça disparaît, puis après on ne pouvait pas y revenir, qui les informait du fait que dans l'enseignement supérieur, on pouvait aussi leur proposer des aides qui pourraient être différentes de celles du lycée, mais en tout cas il y en a. Et on les invite à prendre contact avec l'établissement ou les établissements qu'ils pensent mettre dans leurs vœux. Donc cette information, elle est sur APB. La réflexion qui répond un peu différemment à votre question de tout à l'heure, c'est fallait-il proposer qu'ils cochent une case en disant je suis handicapé, simplement pour signaler qu'il y aura éventuellement des besoins. Alors ça a été aussi des discussions très longues. Est-ce qu'il faut qu'il se manifeste? Alors, sachant qu'évidemment, ça ne pouvait pas avoir de caractère obligatoire, il coche ou il ne coche pas. Il y a encore des réticences. Pour ma part, de là où je suis au ministère, je dirais que pour les universités, il vaudrait mieux qu'ils cochent, pour anticiper du mieux possible, maintenant que, de façon plus ou moins développée, il y a des structures dans toutes les universités. En revanche, des structures dans toutes les universités, ça ne veut pas dire que toutes les UFR sont encore très au fait et que tous les enseignants sont encore très au fait, mais du moins, il y a des personnes pour répondre. C'est un peu différent pour certaines formations ou certains établissements d'enseignement supérieur en dehors des universités. J'ai encore eu l'année dernière un exemple très intéressant d'une très très grande école de commerce qui a admis sur dossier un élève visiblement très, très brillant, mention très bien, etc., qui donc a fait son inscription. On lui a confirmé par courriel qu'il était bien admis dans l'établissement, que donc on attendait le petit chèque d'inscription, voilà. Donc ils ont envoyé le chèque d'inscription, puis après l'étudiant il a envoyé son petit courrier. Et puis il a dit je vous remercie, l'inscription, tout ça. Ah, au fait, je suis sourd et j'aurai besoin l'année prochaine d'eux. Et alors, en retour, heureusement ça n'a pas fait la une des journaux. Ah, excusez-nous, on a fait une petite erreur. Finalement, non, vous n'êtes pas inscrit. Voilà, bien. Alors, ça s'est arrangé parce qu'évidemment, je suis allée aux informations. Je me suis dit, c'est une erreur, bien sûr. Ce qu'on m'a confirmé, c'était une erreur, bien sûr, cette réponse. Et par conséquent, on a trouvé une façon de répondre à ces besoins. Bon, c'est pas encore gagné, quoi. Et donc, effectivement, ça a été une situation comme ça. Hein, bon. Mais ce qui veut dire que c'est peut-être encore un peu tôt, parce que si on le signale en amont, peut-être qu'il y a des dossiers qui passeront pas encore. Donc, on est plus dans l'information, même si on invite les futurs étudiants à se manifester auprès d'établissements. Il y a d'ailleurs des écoles qui, depuis de longue date, au contraire, font tout ce qu'elles peuvent en disant écoutez, manifestez-vous parce qu'il faut qu'on prévoie. Il faut qu'on prévoie. Donc, si du jour au lendemain, on ne pourra pas mettre en place tout ce que vous nous demandez, vous allez louper les 15 jours ou le premier mois, et après, on aura bien du mal à rattraper tout ça. Donc c'est quand même très variable. Hein. Question suivante. Derrière, il y avait une question derrière. On va changer. Oui, alors on sait qu'on est en train de mettre en place des e-portfolios dans les universités, etc. Bon, on vise dans l'avenir à ce que le e-portfolio arrive bien plus tôt que l'université, etc. Et vous ne pensez pas qu'à un moment donné, tout ça va se retrouver dans les e-portfolios d'une manière ou d'une autre et qu'on pourra identifier
un futur étudiant handicapé et du coup que ça le desserve. Alors moi, je suis très intéressée par cette histoire d'e-portfolio. Parce que, en fait, bon, c'est vrai que j'ai un parcours professionnel assez long dans ce secteur et le secteur de la grande difficulté scolaire aussi d'ailleurs. Et donc depuis très longtemps, au début, c'était pas le e-portfolio, mais enfin, on était sur les carnets de compétences, etc. Enfin bon. Et donc se poser la question de savoir comment est-ce qu'on travaillait ça. C'est-à-dire sur des compétences, d'une part, je réponds qu'à une partie de votre question. D'une part, des compétences que certains ne pourront pas acquérir, impossibilité physique, je vais dire. Mais en revanche, une autre partie qui concerne les compétences qu'ils ont développées et qui ne sont pas évaluées. Alors là, je pense davantage notamment aux étudiants qui sont déficients visuels et qui, pour certains, moi, me sidèrent dans leur façon d'utiliser le matériel informatique. Alors, sauf que si on regarde bien, alors je sais qu'il y a dans ce domaine-là, on a vu cela avec Manuel Majada et un groupe de collègues qui travaillent sur le C2I et l'adaptation du C2I. Mais c'est vrai qu'auparavant, grosso modo, un étudiant virtuose, déficient visuel virtuose pour utiliser le matériel informatique, eh bien, il n'avait pas son C2I. C'est quand même incroyable, quoi. Donc, ce que je veux dire, c'est, pour répondre pour partie à ce que vous dites, c'est que ce qu'il faut éviter, c'est d'être dans la stigmatisation, mais bien dans l'identification du parcours. Donc, je ne sais pas si derrière votre question, il y a une autre question plus précise. Non, mais je m'interrogeais, en fait, je rebondissais sur votre remarque par rapport à l'anecdote du dossier. Évidemment, on peut comprendre qu'il y ait des compétences qu'on puisse mettre davantage en avant, pour peu qu'elles soient dans des référentiels, etc. Tout à fait. Tout à fait. Alors, c'est l'une des difficultés. Et puis, je dirais, c'est toute la réflexion. Bon, tout à l'heure, j'étais justement dans le groupe sur la difficulté, on va dire. Bon, c'est vrai que c'est un domaine dans lequel j'ai aussi beaucoup travaillé. Et souvent, et c'est particulièrement le cas pour les étudiants, les personnes handicapées, et c'est en fait le point fondamental sur lequel la loi 2005 a changé les choses, c'est que le handicap a, jusqu'à la loi 2005, considéré que c'était qu'une personne handicapée, c'est quelqu'un qui avait quelque chose en moins. Donc, en se focalisant sur l'aspect médical et déficience, plutôt que sur l'aspect compétences et stratégie de compensation. Donc, c'est toujours le verre à moitié plein ou à moitié vide. Sauf qu'on est dans une époque où on parle compétences, référentiel de compétences, et donc je pense qu'il est grand temps effectivement qu'on bascule, y compris pour les personnes handicapées, dans cette réflexion-là. Tout à l'heure, dans le groupe sur la difficulté, par exemple sur les tests de positionnement, c'est quelque chose sur lequel j'ai beaucoup travaillé aussi. Qu'est-ce qu'on identifie ? On identifie les manques, sauf que les stratégies pour se redresser, pour progresser, c'est pas sur les manques, c'est jamais sur un marécage qu'on construit. On y met soit il y a des points durs et on construit sur les points durs qui sont effectivement les compétences et ce que l'on va mettre en avant, soit il n'y a pas de points durs et on va mettre des pilotis qui sont des moyens de compensation parce que le terrain est mouvant. Cette image, pour dire, c'est la même chose j'ai envie de dire, sur le plan cognitif, c'est-à-dire que si on cherche simplement à faire du positionnement, et pour les étudiants handicapés, ça va être ça, en disant « Oh bah ouais, mais ça, il n'y arrive pas, ça, il n'y arrive pas, ça, il n'y arrive pas, ça, il n'y arrive pas ». Ça veut dire qu'il faut identifier effectivement pourquoi il n'y arrive pas et en quoi consiste la difficulté. C'est pas parce qu'il n'y arrive pas qu'il ne peut pas y arriver, c'est peut-être qu'il n'a pas les moyens technologiques, numériques et autres qui lui sont donnés pour qu'il y arrive. Cognitivement, peut-être qu'il n'y a pas de problème. Il n'y a pas besoin de faire du renforcement, et c'est là qu'il faut être très au clair sur à quoi servent éventuellement les tests de positionnement. Parce que ce n'est pas la peine de faire du renforcement de connaissances si le problème il n'est pas là.
Donc là, je ne parle pas pour les élèves en difficulté, mais pour les étudiants handicapés, qui peuvent être aussi d'ailleurs en difficulté. Et donc la réflexion, c'est toujours de savoir, bon, mais est-ce que finalement, les difficultés qu'ils rencontrent, c'est les mêmes difficultés qu'un autre qui est en difficulté, ça n'a rien à voir avec son handicap, conséquence de son handicap, on peut lui faire la même remédiation. Pourquoi pas? Oui, c'est un moyen de compensation, oui, mais pas lié au handicap, comme les autres, comme un dispositif du plan licence. Donc, il va bénéficier comme les autres. Bon, maintenant, moi, je vois souvent, on dit pour un étudiant handicapé, il a besoin de tutorat. Alors, évidemment, la question qui vient derrière, c'est, oui, est-ce que c'est lié à son handicap? Je ne sais pas. Oui, mais c'est important de savoir, parce qu'un étudiant, par exemple, qui est traumatisé crânien, ça veut dire quoi? Si je dis ça, à chaque fois je vous prends des exemples, mais pour qu'on voit ce que ça veut dire. Ça veut dire que sur le plan, il y a un certain nombre de points communs. Après, il y a des situations individuelles, évidemment, des variables individuelles. Mais il va y avoir des problèmes de représentation dans l'espace, il va y avoir des problèmes de mémoire immédiate ou à long terme, etc. Donc, on va être sur une forme de tutorat qui doit être spécifique, parce qu'il faut avoir connaissance des conséquences du handicap. Si on prend n'importe quel étudiant et qu'on lui dit « Tiens, tu veux bien faire du tutorat avec un tel, mais qu'on ne connaît pas les connaissances du handicap », alors peut-être qu'on va payer pour rien d'ailleurs, si c'est payant, rémunéré j'entends. Donc là, ça veut dire que quand on est sur des situations comme ça, oui, mais qui peut répondre? Personne, peut-être dans l'université peut répondre, mais il y a des associations. Et c'est là qu'on va travailler en partenariat avec des associations qui, sur comme ça des handicaps liés à certains troubles, vont être d'une grande aide, parce qu'elles connaissent justement les perturbations engendrées. Et puis, on parlait de l'INSHEA. L'INSHEA est un établissement qui est très performant sur la connaissance des répercussions sur le plan cognitif d'un certain nombre de troubles, dont notamment, par exemple, là je viens d'évoquer traumatisé crânien, mais il y en a d'autres aussi. Voilà. Très bien. Le temps étant compté, il va falloir qu'on s'arrête, puisqu'on doit faire la mise en commun. On ne va pas s'arrêter, puisque de fait, on est sur un projet. Donc concrètement, ce que je vous propose, c'est manifestez-vous auprès de moi ou d'Élodie Trottin sur toutes vos questions, toutes vos envies. On va faire une enquête sur la remontée des établissements déjà par rapport à leurs liens articulation, services numériques, handicap. Bon, je sais qu'à Strasbourg, il y a déjà pas mal de choses. Vous avez mis ça un peu, même au cœur de votre dispositif d'ailleurs, entre guillemets, de votre lieu numérique. Mais voilà, l'idée c'est qu'on attaque directement, donc on ne clôt pas la table ronde, au contraire. On va la prolonger sous une forme d'action. Oui. Je voudrais juste dire une phrase supplémentaire. Là, vous parlez de la collègue justement de Strasbourg, Fabienne Rakitic, avec qui je discutais, me disait effectivement que vous travaillez ensemble. Partout où je suis, je demande à ce que les professionnels se rapprochent. C'est clair que les structures handicap dans un certain nombre d'universités parfois ont tendance à travailler seules, soit parce qu'elles ne savent pas trop avec qui travailler, soit parce que les gens ne savent pas toujours ce qu'il est possible de faire ensemble. Ce qui est absolument clair, c'est que si tous ceux qui travaillent autour du numérique ne se rapprochent pas des structures handicap et inversement, on n'arrivera pas à progresser au niveau des moyens de compensation qu'on met en place avec les étudiants. Donc voilà, c'était juste un petit appel à l'aide. Non mais tu as tout à fait raison. Enfin, pour moi, c'est l'essentiel même du dispositif. C'est vraiment au-delà des aspects technologiques, c'est le maillage d'acteurs qui fera changer les choses, très clairement. Merci.